Fais en sorte que ton intérêt soit toujours de préférer ce qui est difficile. Ainsi, tu t'habitueras à ne pas échouer. Épictète. Il y a une forme de force qui ne se voit pas. Elle ne se mesure pas en accomplissement et ne s'exhibe pas dans les conversations. C'est la force du silence, la capacité de garder pour toi ce que d'autres ont besoin de partager pour se sentir en sécurité. Les stoïciens ont compris que certaines vérités personnelles perdent leur force au moment où tu les prononces devant quelqu'un qui n'est pas prêt à les recevoir. Pense aux fois où tu as partagé quelque chose d'intime et où tu as ensuite senti que quelque chose s'était brisé. Pas dans la relation avec l'autre. Dans la relation avec toi-même, ce sentiment a une racine profonde et les philosophes de l'Antiquité le connaissaient avec une clarté qui est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Bienvenue sur la chaîne, ta chaîne, pour plus de sérénité, de maîtrise de soi et de bonheur de vivre. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour encore plus de contenu enrichissant pour la vie. Dans les 8 chapitres d'aujourd'hui, tu vas découvrir ce que tu dois protéger du monde extérieur pour renforcer ton monde intérieur. Chapitre 1. Ne révèle jamais tes plans avant qu'ils ne se matérialisent. Il existe un paradoxe que peu remarquent. Plus tu parles de ce que tu vas faire, moins il te reste d'énergie pour le faire. Ce n'est pas une métaphore. C'est un mécanisme que la psychologie moderne a confirmé et que les stoïciens pressentaient il y a plus de 2000 ans. Lorsque tu partages un plan avec enthousiasme, ton cerveau reçoit une dose de reconnaissance anticipée. Quelqu'un te félicite. Quelqu'un te dit que c'est une excellente idée. Et cette validation active les mêmes circuits de récompense qui s'activeraient si tu l'avais déjà accompli. Ton esprit confond l'annonce avec la réussite et l'élan pour exécuter diminue. Pense à la dernière fois que tu as annoncé un changement important, un régime, un projet, un voyage. Combien de ces intentions déclarées se sont transformées en résultats concrets? La réponse, pour la plupart, est moins qu'il ne voudrait te l'admettre. Épictète a vécu comme esclave pendant la majeure partie de sa vie. Il n'avait pas le luxe d'annoncer ses plans. Il devait les exécuter en silence, sans public, sans validation externe. Et cette restriction est devenue sa plus grande force. Il enseignait que ce dont ton caractère a le plus besoin, ce n'est pas d'approbation, mais de constance. La prochaine fois que tu ressentiras le besoin urgent de partager un plan, arrête-toi. Demande-toi si tu cherches un soutien sincère ou une validation prématurée. Si la réponse est la seconde, garde ce plan comme un feu qui a besoin de brûler en privé avant d'éclairer les autres. Laisse tes résultats parler. Le silence qui précède l'action est plus éloquent que n'importe quelle promesse. Chapitre 2. N'expose pas tes faiblesses à qui ne les mérite pas. Imagine que tu portes une armure invisible. Cette armure n'est pas faite de métal, ni de fierté. Elle est faite de discernement, de savoir quand ouvrir et devant qui. Parce que la vulnérabilité est un outil de connexion lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, mais elle devient un outil de destruction lorsqu'elle est offerte aux mauvaises mains. Nous vivons à une époque qui célèbre l'ouverture totale. Tout partager, tout dire, tout montrer, mais cette culture de la transparence absolue a un coût que peu mentionnent. Lorsque tu révèles tes peurs, tes insécurités ou tes blessures les plus profondes à quelqu'un qui n'a pas la maturité pour les soutenir, tu ne construis pas de la proximité, tu livres des munitions. Toutes les personnes qui s'approchent de toi ne le font pas avec de bonnes intentions. Et celles qui le font n'ont pas toujours la capacité de prendre soin de ce que tu leur confies. Cela ne fait pas d'elles de mauvaises personnes, cela les rend humaines. Et tu dois être suffisamment sage pour reconnaître la différence. La vulnérabilité stratégique n'est pas de la froideur, c'est l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus raffinée. C'est choisir consciemment à qui tu donnes accès à tes couches les plus profondes, non pas comme un acte de méfiance, mais comme un acte de respect envers toi-même. Avant d'ouvrir ton intérieur, observe. Cette personne t'écoute-t-elle ou t'interrompt-elle? T'accompagne-t-elle ou te juge-t-elle? Protège-t-elle ce que tu lui racontes ou le partage-t-elle avec d'autres? Les réponses à ces questions t'en diront plus sur cette relation
que n'importe quelle déclaration d'amitié. Chapitre 3. Garde le silence sur les bonnes actions que tu accomplis. Que se passe-t-il lorsque tu aides quelqu'un et que tu le racontes ensuite? Lorsque tu fais un don et que tu publies la photo? Lorsque tu accomplis un acte de bonté et que tu cherches à ce que les autres le remarquent? Quelque chose se transforme à ce moment-là. L'action cesse de t'appartenir pour commencer à appartenir au public. Sénèque réfléchissait à cela avec une profondeur qui reste pertinente. Il observait que l'acte généreux perd son essence lorsqu'il devient un spectacle. Non pas parce que le résultat change, mais parce que ta motivation est contaminée. Tu n'agis plus par bonté, tu agis par besoin d'être perçu comme bon. Et ces deux choses ne sont pas identiques. Sénèque a laissé un enseignement qui traverse le temps avec précision. La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Appliquée à la générosité, ta préparation intérieure est ce qui détermine la qualité de tes actes, pas l'opinion du monde extérieur. Il y a une paix particulière que seul connaît celui qui fait le bien en silence. C'est la paix de savoir que ton caractère ne dépend pas des applaudissements, que ta valeur n'a pas besoin de témoins, que la personne que tu es à huis clos est la même que tu es face au monde. La prochaine fois que tu feras quelque chose de bien pour quelqu'un, observe l'envie de le raconter. Ne la juge pas, observe-la simplement et choisis de rester silencieux. Ce choix est un exercice de force intérieure plus profond qu'il n'y paraît, parce que le véritable caractère ne se construit pas lorsqu'il y a un public. Il se construit lorsqu'il n'y en a pas. Chapitre 4. Ne partage pas les erreurs de ceux qui t'ont fait confiance. Imagine que quelqu'un te raconte son pire moment, son échec le plus douloureux, sa décision la plus erronée. Il le fait parce qu'il te fait confiance, parce qu'il a besoin que quelqu'un soutienne cette vérité avec lui sans la juger. Maintenant, imagine que des semaines plus tard, lors d'une conversation informelle, tu utilises cette histoire comme exemple, peut-être sans mauvaise intention, peut-être juste comme une anecdote. Mais à cet instant, quelque chose d'invisible se brise. La confiance que cette personne a placée en toi se fracture d'une manière qui est rarement réparée complètement. Marc Aurèle gouvernait un empire où les trahisons étaient monnaie courante, où les informations personnelles étaient utilisées comme arme politique. Et pourtant, il a choisi un chemin différent. Il a écrit pour lui-même: « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. » Cette phrase s'applique avec la même force à la tentation de partager les secrets des autres. Garder les erreurs des autres n'est pas une loyauté aveugle, c'est une déclaration sur qui tu es. Chaque fois que tu protèges la vulnérabilité de quelqu'un, tu renforces quelque chose en toi qu'aucune réussite externe ne peut construire. Ton intégrité. Avant de parler de quelqu'un qui n'est pas présent, pose-toi une question. Dirais-je la même chose si cette personne était assise en face de moi? Si la réponse est non, le silence est la seule option qui respecte autant l'autre que toi-même. La discrétion n'est pas une faiblesse, c'est une forme de courage que la plupart confondent avec la passivité. Chapitre 5. Ne révèle pas tout ce que tu sais sur ceux qui t'entourent. As-tu déjà observé quelqu'un et compris exactement ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait et ce qu'il essayait de cacher? Cette capacité à voir au-delà de la surface est un outil précieux, mais il a un tranchant dangereux lorsqu'il est exhibé. Il y a des personnes qui ont besoin de montrer à quel point elles perçoivent, qui interrompent pour dire « je le savais déjà », qui soulignent les contradictions des autres en public, qui utilisent leur perception comme une arme pour se sentir supérieures. Et chaque fois qu'elles le font, elles perdent quelque chose qu'aucune démonstration d'intelligence ne peut ramener. La confiance de ceux qui les entourent. Le sage observe en silence, non pas parce qu'il ne voit pas, mais parce qu'il comprend que montrer tout ce qu'il sait est une forme de faiblesse déguisée en force. Celui qui a besoin que les autres sachent à quel point il perçoit cherche la validation. Celui qui garde sa perception pour l'utiliser avec sagesse
construis un pouvoir réel. Pense aux personnes que tu respectes le plus. Il est probable qu'elles aient quelque chose en commun. Elles ne parlent pas plus que nécessaire. Elles n'exhibent pas leurs connaissances. Elles ne corrigent pas les autres pour se sentir supérieures. Leur force réside dans ce qu'elles choisissent de ne pas dire tout autant que dans ce qu'elles choisissent de dire. L'observation silencieuse te donne un avantage qu'aucun discours ne peut égaler. Elle te permet de comprendre les dynamiques autour de toi sans les altérer. Elle te permet de prendre des décisions éclairées sans dévoiler tes cartes. Elle te permet de maintenir des relations plus profondes parce que les gens se sentent en sécurité à tes côtés. Non pas parce que tu ignores ce que tu vois, mais parce que tu choisis de le protéger. Chapitre 6. Protège ta vie intérieure du bruit des opinions extérieures. Il y a un type de silence que la plupart ne pratiquent jamais. Ce n'est pas le silence de ne pas parler. C'est le silence de ne pas chercher l'opinion des autres avant de prendre chaque décision. De ne pas consulter le monde extérieur chaque fois que quelque chose se passe en toi. Observe comment le schéma fonctionne. Quelque chose t'arrive. Quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Et ton premier élan n'est pas de le traiter dans la solitude, c'est de le raconter à quelqu'un, d'appeler, d'écrire, de partager, comme si l'expérience n'était pas complète tant qu'un autre ne l'avait pas validée, comme si tes propres émotions avaient besoin de la permission de quelqu'un d'autre pour exister. Épictète enseignait que la véritable liberté commence lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur. Il l'a articulé avec une économie de mots qui continue de résonner. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et être maître de soi-même implique d'être maître de sa narration interne. Ne pas la livrer aux autres pour qu'ils l'interprètent pour toi. Chaque fois que tu demandes une opinion dont tu n'as pas besoin, tu cèdes un fragment de ton autonomie émotionnelle. Je ne parle pas de t'isoler. Je ne parle pas de ne pas demander d'aide quand tu en as besoin. Je parle de faire la distinction entre chercher une véritable orientation et chercher à ce que quelqu'un d'autre prenne tes décisions pour toi. Construis un espace intérieur qui ne soit qu'à toi, où tu traites ce que tu ressens avant de le partager, où tu prends des décisions avant de demander l'approbation, où ta voix interne a plus de poids que n'importe quelle voix externe. Cet espace est ton refuge. Et personne ne peut le construire pour toi. Chapitre 7. Ne partage pas ta douleur avec qui ne peut pas la supporter. Imagine que tu portes une blessure ouverte. Elle fait mal, elle a besoin d'attention. Et au lieu de chercher quelqu'un qui sait soigner, tu t'approches de la première personne qui croise ton chemin et tu lui montres la blessure. Cette personne prend peur, elle ne sait pas quoi faire. Elle te donne un conseil hâtif ou s'éloigne mal à l'aise, et tu restes dans le même état ou pire qu'avant, avec la blessure exposée et maintenant aussi avec la déception de ne pas avoir été compris. La douleur a besoin de témoins, mais pas n'importe quel témoin. Elle a besoin de quelqu'un qui peut regarder ta souffrance sans détourner le regard. Qui peut t'écouter sans le besoin urgent de te réparer? Qui peut t'accompagner dans l'obscurité sans allumer une lumière prématurée? Et ces personnes sont moins nombreuses que tu ne le crois. Sénèque connaissait le poids de la solitude dans la souffrance. Il a été exilé, a perdu des proches, a fait face à la condamnation à mort avec une sérénité qui ne venait pas de l'indifférence mais d'une compréhension profonde. Il a laissé une vérité qui mérite ton attention. Parfois, même vivre est un acte de bravoure. Et une partie de cette bravoure consiste à choisir avec soin à qui tu confies tes moments les plus vulnérables. Il ne s'agit pas de réprimer la douleur. Il s'agit de la canaliser avec intelligence. Écrire ce que tu ressens peut être plus guérisseur que de le raconter à quelqu'un qui n'est pas prêt. La réflexion dans la solitude peut être plus réparatrice qu'une conversation vide. Ton journal est un confident qui ne juge jamais, ne trahit jamais et est toujours disponible. Choisis à qui tu montres ta douleur comme tu choisirais un chirurgien. Pas par proximité ni par habitude, par capacité et par soin. Chapitre 8. Le silence comme forme suprême de force intérieure.
Marc Aurèle a écrit ses méditations dans la solitude de sa tente de campagne, entouré par la guerre, la maladie et la trahison. Il ne les a pas écrites pour le monde. Il les a écrites pour lui-même, pour se rappeler qui il voulait être au milieu de tout ce qui tentait de le détruire. Cet acte d'écriture silencieuse est peut-être l'image la plus pure de ce que signifie protéger ton monde intérieur. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Avec ces mots, Marc Aurèle nous rappelle que le bruit du monde n'est pas la réalité. C'est l'interprétation du monde. Et tu n'es pas obligé d'y participer. Tout au long de ces chapitres, nous avons parcouru un chemin qui a un fil conducteur. Tes plans gagnent en force dans le silence. Tes faiblesses sont protégées avec discernement. Tes bonnes actions se purifient lorsque personne ne les voit. Les secrets des autres sont honorés avec discrétion. Ta perception s'aiguise lorsque tu ne l'exhibes pas. Ta vie intérieure se renforce lorsque tu ne la soumets pas au jugement extérieur. Et ta douleur guérit lorsque tu la partages avec qui peut la supporter. Chacune de ces décisions est un acte de silence. Non pas le silence du lâche qui se tait par peur. Le silence du sage qui se tait parce qu'il comprend. Parce qu'il sait que toute vérité n'a pas besoin d'être dite. Que toute émotion n'a pas besoin d'être partagée. Que toute connaissance n'a pas besoin d'être exhibée. Dans un monde qui récompense le bruit, choisir le silence est un acte de rébellion. Dans une culture qui confond l'exposition avec l'authenticité, protéger ton monde intérieur est un acte de courage. Non pas parce que tu as quelque chose à cacher, mais parce que tu as quelque chose à protéger. Ta paix, ton caractère, ton intégrité. Les trois grands philosophes stoïciens ont vécu dans des circonstances radicalement différentes. Épictète était esclave. Marc Aurèle était empereur, Sénèque était sénateur et conseiller, mais tous les trois s'accordèrent sur quelque chose de fondamental. La véritable force ne se mesure pas par ce que tu montres au monde. Elle se mesure par ce que tu es capable de supporter en silence. Cette force ne s'acquiert pas en un jour. Elle se construit avec chaque décision de garder ce qui n'a pas besoin d'être dit. Avec chaque moment où tu choisis la réflexion plutôt que la réaction. Avec chaque instant où ton silence en dit plus sur toi que n'importe quel discours. Tu n'as besoin de convaincre personne de qui tu es. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur avec des mots. Tu n'as pas besoin de la validation du monde pour savoir que tu es sur le bon chemin. Ce dont tu as besoin, c'est de la relation la plus honnête possible avec toi-même. Et cette relation s'épanouit dans le silence. Aujourd'hui, tu as reçu une invitation, non pas à te taire, à choisir avec sagesse quand parler et quand garder le silence, à traiter ton monde intérieur comme le trésor le plus précieux que tu possèdes, parce qu'il l'est. Réflexion finale. Ce que ces 8 chapitres ont construit ensemble est une carte vers une force qui n'a pas besoin d'être annoncée. Une force qui réside dans ce que tu choisis de protéger, dans ce que tu décides de ne pas dire, dans l'espace sacré entre tes pensées et le monde. Il ne s'agit pas de méfiance, il s'agit de conscience, de comprendre que ton énergie est limitée, que ta paix est précieuse et que ton caractère se définit tout autant parce que tu partages que parce que tu gardes. Les stoïciens ne cherchaient pas l'isolement, ils cherchaient la clarté. La clarté de savoir que le silence n'est pas une absence, c'est une présence. La présence la plus profonde que tu puisses offrir au monde et à toi-même. Emporte avec toi une seule question à partir de ce moment. Avant de parler, avant de partager, avant de révéler, demande-toi, cela renforce-t-il ma paix intérieure ou l'affaiblit-il ? Laisse cette question être ta boussole. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois sur la chaîne.